Bienvenue sur Animaux Physio-Ostéo, le podcast dédié au bien-être animal. Animé par Anne-Claire Lévesque, ostéopathe animalier, et Laure Zwalen, physiothérapeute pour animaux, ce podcast est né de la passion de deux professionnels pour les animaux et l'innovation en santé animale. Rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes et des conseils précieux afin de garantir la santé et le bonheur de vos animaux. Bonjour, je suis avec Anne-Claire et nous avons décidé de faire un premier podcast pour nous présenter. Alors, nous avons préparé plusieurs questions qui vont permettre aux auditeurs de mieux nous connaître, mais surtout de découvrir le métier d'ostéopathe animalier et celui de physiothérapeute pour animaux. Du coup, je vais débuter et après on échangera les rôles. Et je vais commencer par une question toute simple. Anne-Claire, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Anne-Claire, j'ai aujourd'hui 27 ans, ça fait maintenant 3 ans que je suis installée en tant qu'ostéopathe animalier. J'ai toujours été plus ou moins dans le monde des animaux. J'ai pratiqué l'équitation depuis mon plus jeune âge, en compétition avec mon papa. J'ai toujours été entourée de chiens, de lapins, ce que j'ai toujours aujourd'hui. Et je ne me voyais pas faire autre chose que travailler au milieu de ces animaux-là. Je ne savais pas exactement quoi au début. C'est vrai que l'ostéopathie, je l'ai découvert en pratiquant la compétition parce que du coup, je faisais venir un ostéopathe pour mon cheval. Mais au tout début, ce n'était pas ma première intention. Et par le biais du sport, de l'équitation, j'ai eu un intérêt fortement marqué pour la biomécanique. Parce que je voulais comprendre ce que je faisais, je voulais comprendre comment mon cheval fonctionnait pour y arriver. Donc l'intérêt de la biomécanique a entraîné l'intérêt de l'anatomie, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et de fil en aiguille, je me suis plus ou moins tournée vers l'ostéopathie. Et donc, j'ai axé mes études dans ce domaine-là. D'accord, ok. Je voulais justement te demander à quel âge tu as décidé de devenir ostéopathe, mais tu viens d'y répondre, donc voilà. Et pourquoi ? Tu viens d'y répondre aussi. Ok, qu'est-ce qui t'intéresse vraiment dans ce métier ? Ça va être de comprendre comment l'animal se déplace, parce que chaque animal a une façon de se déplacer. On n'est pas tous symétriques, on n'est pas tous faits de la même manière. Et d'aller voir sur cet individu-là ce qui va créer des gènes, ce qui va l'empêcher de se mouvoir correctement, ce qui peut créer des douleurs, des sensibilités, ce qui va l'empêcher de gagner en précision, notamment pour les athlètes, ceux qui vont faire du dressage, de l'obstacle. Je parle pour les chevaux, mais aussi pour les chiens, ceux qui font du canicross, de l'agility, exactement, ce genre de choses. Parfois, il nous manque un petit quelque chose, on n'arrive pas à dépasser un stade dans notre sport parce que le chien va manquer d'un petit peu d'angle articulaire, le cheval va manquer d'un peu de souplesse à cet endroit-là. Et l'observation, puis la palpation, voilà, tout le travail d'ostéo qu'on développera plus tard, nous permet d'aller aider sur ce domaine-là. L'échange aussi avec le propriétaire qui voit son animal, comment il ressent son animal, ce qu'on va faire après, parce qu'une séance d'ostéo, c'est pas que l'ostéopathe, mais c'est aussi l'après, tout ce que le propriétaire va mettre en place en fonction des conseils qu'on lui a donnés. D'accord, ok. Et du coup, tu es devenue ostéopathe pour animaux comment ? Alors, quels sont que t'as fait ? T'as suivi quoi ? Ouais. Bah oui. Quelle est ta formation ? Alors, donc je suis française d'origine, donc j'ai eu mon baccalauréat, ça correspond à la maturité. Suite à ça, donc je savais que je voulais travailler avec les animaux, mais je ne savais pas encore exactement quoi, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure. Donc, je me suis tournée vers un BTS production animale. Parce que ces études, donc qui se font sur 2 ans, me permettaient d'en apprendre plus sur l'anatomie, la physiologie de l'animal, donc on étudie vraiment la zootechnie, les techniques d'élevage, de reproduction, de croissance. Voilà. Donc, c'était vraiment un peu, pour moi, un début de porte ouverte, le temps de me décider sur vraiment ce que je voulais faire plus tard. Ouais. Et c'est spécialisé sur certains animaux ou bien c'est tous les... Alors, c'est axé animaux de rente et équins. Donc, on a principalement fait tout ce qui va être volaille, bovin et chevaux. Caprins, ovins, également aussi un peu de porc aussi. Mais... Du coup, ça te fait un bon bagage. Voilà, ça m'a permis un peu de voir les espèces en général, en gros. Et ça m'a aussi permis de comprendre ce qui se passe dans l'élevage. Parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on voit tous les jours. Et c'est vrai qu'en rentrant dans ce BTS, j'ai compris des choses. Comment expliquer ? Dans la vie de tous les jours, parfois, on ne s'imagine pas tout ce qu'il y a derrière les jolies vaches qu'on va avoir dans le parc. Donc après, j'ai changé aussi des choses dans ma façon de vivre.
suite à avoir découvert tout ça. Mais le plus gros intérêt pour moi, c'était vraiment de comprendre le fonctionnement de l'animal, de pouvoir l'observer en permanence. Et c'est ce qui m'a un peu aidée dans mon orientation professionnelle. Et je me suis dit, c'est ça qui me plaît, c'est vraiment de regarder le cheval ou le chien ou la vache marcher, comment elle fonctionne, comprendre ce qui se passe à l'intérieur, comment elle digère, ce qu'elle doit manger pour ses besoins, pour pouvoir après prendre l'animal dans sa globalité. Et donc après, j'ai voulu creuser un peu plus. Donc je suis rentrée en école d'ostéopathie animale sur Lyon, où j'ai fait 3 ans d'études, mais j'ai uniquement pu rentrer là parce que j'avais déjà des connaissances théoriques grâce à mon BTS. Donc là, on a pu vraiment s'axer un peu plus sur la pratique, mais j'ai continué à avoir aussi un peu de théorie pour étudier l'anatomie de manière un peu plus approfondie, parce qu'on va apprendre le squelette en détail, mais chose qu'on avait déjà vu au BTS, mais on va aller un peu plus loin en apprenant par exemple l'insertion et la terminaison de chaque muscle, donc sur quelle partie de l'os va s'insérer le muscle, sur quelle partie de l'autre os va se terminer, l'innervation, la vascularisation de chaque muscle. On va pousser un peu plus loin les connaissances en physiologie. On va pousser du coup les connaissances en biomécanique et j'en passe. On a pas mal de formations. Et donc ça m'a permis d'obtenir mon diplôme. Après avoir obtenu mon diplôme en ostéopathie, je me sentais pas légitime de m'installer tout de suite. Donc j'ai cherché à suivre d'autres ostéos pendant qu'ils travaillaient, en fait, de les accompagner pour voir un peu comment ça se passait sur le terrain, acquérir d'autres techniques que je n'avais pas forcément vues à l'école. Et c'est qu'après, en juin 2021, si je ne dis pas de bêtises, où je me suis enfin installée au Bouvray et où j'ai commencé à pratiquer dans le Vaud et dans le Valais, sur les chevaux, les chiens et un petit peu de bovins. Et les lapins? J'aimerais bien, mais c'est pas vraiment les plus grosses demandes qu'on a. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce que c'est l'ostéopathie animale? Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais... Alors, l'ostéopathie animale, pour moi, je compare souvent un ostéopathe à un horloger. Ok. Disons, un horloger va s'assurer que chaque rouage d'une montre soit bien à sa place pour fonctionner correctement. Je me dis que l'ostéopathe, c'est un peu la même chose. On va s'assurer que le cheval peut se déplacer correctement, ou le chien, enfin que l'animal en général puisse se déplacer correctement, n'est pas une gêne, qui n'est pas une restriction de mouvement. Donc c'est ce dont on va parler en ostéo, on fait un peu la chasse aux restrictions de mouvement. Parce que si je reprends l'exemple de la montre, si un rouage ne fonctionne pas correctement, à chaque fois qu'il va venir tourner, il va venir léser le rouage d'à côté. Donc pour moi, l'ostéopathie, c'est avant tout de la prévention. Si on s'assure que tous les rouages fonctionnent correctement, on ne va pas créer de légères lésions sur le rouage d'à côté et donc faire apparaître des pathologies plus tard. Mais ça va aussi servir après une intervention. Par exemple, un chien qui a eu les ligaments croisés, bon, il va venir te voir après. Mais nous, on va aussi l'aider à rééquilibrer la structure aux alentours pour l'aider à s'en remettre plus rapidement. Après un délai, bien sûr, on n'intervient pas tout de suite après la chirurgie. Super, merci pour cette explication. Est-ce que, en fait, tu utilises des méthodes de traitement différentes en ostéopathie? Oui, beaucoup. Alors déjà, tous les ostéopathes n'utilisent pas toutes les mêmes méthodes. Ok. C'est vrai qu'on va avoir des ostéopathes qui vont être plus efficaces sur certains animaux et d'autres sur d'autres animaux. Je vois quand je tournais en compétition avec mes 2 chevaux, j'avais pas le même ostéopathe pour les 2 chevaux. Ok. Parce qu'il y en avait un qui allait beaucoup plus répondre aux soins d'une, alors que l'autre pas du tout. Donc du coup, je me retrouvais avec 2 ostéopathes, avec 2 techniques complètement différentes. Ok. Même s'il y a toujours une base commune à tout le monde, l'objectif est toujours le même. La problématique est toujours le même, mais c'est vrai qu'après, chacun va un peu avoir sa manière de travailler, de partir du point de départ pour arriver à l'objectif final. Moi, j'utilise plusieurs techniques. Alors, je vais principalement travailler en structurel. Structurel ne veut pas dire faire craquer dans tous les sens, comme on peut voir sur certaines vidéos Instagram en ce moment. C'est pas du tout comparable. Aucun sens. Je vais également travailler en fasciathérapie, en viscéral. Mais je pense qu'on fait jamais une seule technique à la fois. On a toujours besoin d'une autre technique. Par exemple, quand je vais faire du structurel, je vais me servir un peu de la fasciathérapie en même temps pour savoir où je suis dans mon mouvement. On peut rarement utiliser l'une sans l'autre. Donc, il existe plusieurs techniques différentes, plusieurs méthodes, et on va utiliser... par exemple, c'est pas parce que j'aime le structurel que je vais faire du structurel sur tous les chiens. Un vieux chien qui a énormément d'arthrose, je vais beaucoup moins utiliser cette technique, voire pas du tout. Alors qu'un jeune chien qui est en bonne santé, je vais pouvoir le faire. Donc, le métier d'ostéo, c'est aussi avoir une bonne clinique en prime abord pour pouvoir savoir l'état dans lequel se tient l'animal et savoir quelle technique on peut utiliser sans le mettre en danger. Si je vais faire du structurel sur des cervicales, par exemple, arthrosées sur un cheval, je risque de faire plus de mal qu'autre chose. Donc, c'est vraiment très important de connaître l'état physique et physiologique du cheval ou de l'animal en général
qu'on a sous les mains au moment de la clinique pour pouvoir utiliser les bonnes techniques, choisir les bonnes méthodes pour l'animal. Aussi prendre en compte ce que l'animal tolère ou non. Parce que certains animaux vont accepter qu'on utilise telle technique, alors que d'autres vont être tout le temps sur la défensive. Le but de la séance, c'est pas de passer une séance à se battre avec l'animal pour réussir à faire passer une dysfonction. Donc c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un panel assez large, un gros bagage pour pouvoir avoir un peu comme une boîte à outils où on peut prendre l'instrument dont on a besoin à ce moment donné par rapport à l'animal, à son âge, à son état physique, à ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas et à ses besoins en général. Ouais. Je pense qu'il faudra qu'on fasse un autre podcast pour approfondir en fait ces différentes techniques parce que je sais pas si tout le monde sait ce que c'est la structurelle, la fascia, etc. Ça viendra plus tard. Ok. Donc ouais, alors tu viens de nous dire que tu as une boîte à outils. Est-ce qu'il y a des méthodes que tu préfères utiliser? J'aime beaucoup le structurel parce que pour moi c'est quelque chose d'assez, comment dire, quand on veut faire passer la dysfonction, donc la correction, elle va être plus rapide, donc plus confortable pour l'animal parce que la mise en tension dure moins longtemps. C'est une technique que j'apprécie assez facilement et que j'utilisais pas mal. En fait, je crois que j'aime toutes les techniques que j'utilise parce que je vais toutes te les redire, mais ok. Voilà, le viscéral, c'est pareil. Je vais toujours faire un petit tour pour vérifier que tout se passe bien. Et puis, j'adore finir un peu en fasciathérapie. Ça fait un peu l'entre-deux pour aller un peu détendre les muscles. Après, c'est vrai que j'aime bien parfois faire appel à des massothérapeutes pour aller plus loin chez certains animaux qui en ont besoin. Mais oui, c'est vrai que j'utilise un peu de jus quand même. Oui, il y en a une que j'aime moins que l'autre. Ok. Alors voilà, moi je me demande en fait, est-ce qu'il y a des animaux qui te font peur ou est-ce que il y a des animaux que tu aimes plus ou moins traiter en fait? Alors tu vas rire, mais il y a une espèce que je n'apprécie pas forcément avoir une consultation et que j'essaie d'éviter le plus possible. Oh là, okay. Il s'agit des chats. Ok, j'ai assez peur des chats, tout simplement parce que j'ai jamais grandi avec des chats. J'ai pas été entourée de chats dans mon enfance. Et je pense que c'est l'un des seuls animaux où je ne suis pas capable d'analyser ce qu'il ressent. Par exemple, je vais jamais être capable d'anticiper la griffure d'un chat. Ok, lire les signaux. Voilà, les signaux d'apaisement, comme certains les appellent. Alors que pour un cheval, je vais savoir m'écarter sans réfléchir avant de prendre un coup. Un chien, je vais pouvoir voir les signes de morsure. Mais voilà, les chats, c'est vraiment un animal que j'arrive pas à analyser. Donc, vu que j'ai l'appréhension de la griffure pendant ma séance, donc je suis pas pleinement avec le chat parce que je suis tout le temps en train de me dire est-ce qu'il va me vouloir du mal, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, est-ce qu'il va me bondir dessus, voilà. C'est vraiment un animal que j'arrive pas à lire. D'accord. Alors, si les propriétaires me certifient qu'il est vraiment très gentil et qu'ils en ont besoin, je vais les dépanner, il n'y a pas de souci parce que le bien-être de l'animal, elle reste important pour moi. Mais c'est vrai que si je peux, j'évite le chat. Ok. Je vais préférer manipuler les chevaux, du coup, les chiens. Et un peu les bovins aussi. Il y a certaines expériences en bovins que j'adore. Mais c'est pareil, si je commence à parler de ça, maintenant ce sera pour un autre podcast. Ok, super. Ouais, alors du coup, quelles sont les indications pour faire une séance d'ostéopathie avec mon animal? Ça t'en a parlé, mais est-ce que tu peux développer un petit peu? Alors, il y a beaucoup de motifs pour une consultation d'ostéo. Déjà, de base, pour un animal sain qui a une activité complètement normale, je pense qu'il est nécessaire de faire au moins un check une fois par an. Pour nos courtes expressions de rouage, comme avec l'horloger, mais vraiment vérifier que tout est en place et qu'il n'y a pas de vraiment en prévention pour éviter qu'une lésion s'installe plus tard. Après, pour tout ce qui va être animaux sportifs, donc tous les animaux qui vont partir en compétition, donc je pense principalement aux chevaux et aux chiens, on va avoir un suivi un peu plus important. Chez certains de mes clients, je vais aller les voir tous les 3 mois. D'autres, en période de compétition, on va intensifier un peu plus. Souvent, c'est des consultations moins importantes, moins lourdes, mais c'est toujours du petit réglage pour être sûr que sur le terrain de concours, tout se passe bien. On va avoir aussi les suivis de chiens âgés. Donc ça, c'est des chiens qu'on va voir assez régulièrement, ceux qui ont de l'arthrose, pour les soulager et puis s'assurer qu'ils gardent quand même une amplitude de mouvement suffisante pour garder un maximum de confort. Après, on va avoir tout ce qui va être choc, maladie, chirurgie. Voilà, donc ça, la liste est longue. Les suivis de croissance aussi qui sont très, très importants. Pas attendre que votre chien ait passé 1 an, 2 ans pour le faire contrôler parce que tous les animaux, les chevaux, souvent, ça va être jusqu'à 5 ans, mais au début, le squelette est principalement cartilagineux et va s'ossifier dans le temps. Donc, plus on attend, plus c'est compliqué d'aller retirer certaines... En fait, l'animal va grandir avec des dysfonctions. Donc, son squelette ne va pas pouvoir se développer correctement. La musculature autour non plus. Donc, c'est vrai que c'est pas mal de faire des suivis de croissance. On va pouvoir faire avant une gestation. Après, les raisons sont complètement multiples. Vous pouvez aller les voir un peu sur mon site où j'ai essayé de faire une liste qui est non exhaustive, bien évidemment. Et en cas de doute, mes clients ont l'habitude de me poser la question, de m'envoyer une vidéo par WhatsApp si jamais il
Ils ont une régularité sur le chien, ils savent pas si c'est vétérinaire, ils savent pas si c'est ostéo, ou si c'est maréchal pour les chevaux. Ok. Ouais, en fait, comment, en tant que propriétaire, je peux reconnaître que mon animal a besoin d'une séance? Est-ce que je prends de toute façon rendez-vous avec toi, ou bien est-ce que je me dis, ouais, en fait, il faut, je sais pas, peut-être qu'il va plus lentement, il saute plus dans le coffre, avant il montait les escaliers en courant, maintenant il traîne, Alors ça va être des signes évocateurs, mais le plus important c'est de se faire confiance parce qu'en général on connaît notre animal, donc on va savoir quand il y a un changement. Après il faut analyser ce changement, alors souvent c'est ce qui est plus difficile, hein. Même par exemple juste une boiterie, si on prend l'exemple de la boiterie, c'est ce qui est le plus courant. Typiquement dans les chevaux, il est souvent compliqué de savoir si on va devoir appeler notre vétérinaire, notre maréchal ou notre ostéo. Surtout quand c'est pas une boiterie marquée, par exemple, et que c'est juste une simple irrégularité. Donc là, ce qui est pas mal, c'est d'aller un peu palper notre animal, essayer de voir s'il y a des blessures, s'il y a des zones de chaleur, des zones de gonflement, des malformations qui sont arrivées. Donc dans toutes ces conditions-là, ce sera pratiquement 100% le vétérinaire. Après, la difficulté chez les chevaux, c'est par exemple, est-ce qu'on doit appeler notre maréchal ferrant? Est-ce que, bon ça, les maréchaux vous en parlent mieux que moi dans un autre podcast, mais est-ce qu'il y a des signes d'abcès? Est-ce qu'il y a un problème avec ma fébrile pour aller appeler le maréchal ferrant? Et après, en ostéopathie, ça va être, donc déjà, si on a éliminé tous les signes cliniques qui pourraient appeler votre vétérinaire, une anomalie à la marche. Souvent, quand c'est un premier client, j'essaye de lui montrer un peu les points clés qu'il faut regarder, hein, donc le haut de l'iliaque, les épaules. Quand on regarde marcher, c'est un peu compliqué à définir à proprement parler dans un podcast, mais voilà, il y a plusieurs choses. Après, les cavaliers, c'est un peu plus simple parce qu'ils sentent une petite différence à cheval, donc ils vont nous appeler avant. Et puis les chiens, si jamais il y a un doute, donc si on n'a pas vu de signes cliniques à proprement parler, donc chaleur, gonflement, rougeur, blessure, tout ce que je vous disais tout à l'heure, là, vous pouvez nous appeler votre ostéo. Et puis en cas de doute, il ne faut pas hésiter à juste appeler sans forcément prendre un rendez-vous, mais expliquer ce qu'a votre chien, ce qu'a votre cheval, ce qu'a votre vache, quel que soit l'animal. Et votre ostéo vous dira si oui, il peut le prendre en charge ou sinon, il faut le référer. Ça fait partie de notre cursus de savoir si on peut prendre l'animal en charge ou si on doit le référer à un vétérinaire. Et ça, c'est un point très important. Ouais, il y a des red flags, comme on appelle ça. Où ça, c'est tout de suite vétérinaire, je n'ai rien fait, merci. Ok. Ouais, et du coup, comment se passe une séance d'ostéopathie? Toi, tu vas à domicile, en fait. Exactement. Tu as un cabinet, comment ça? Non, j'ai pas de cabinet, je vais principalement à domicile. Ça m'arrive de prendre certains chiens au salon pupille toilettage à Aigle, parce qu'il y a certains chiens qui ne vont pas aimer, qui vont pas être à l'aise chez eux. Et puis aussi pour des propriétaires, parfois pour simplicité, c'est plus simple pour eux de me les amener au cabinet plutôt que moi. Ça m'arrive, en général, j'y suis une demi-journée, voire 2 demi-journées par mois. Sinon, le reste du temps, du coup, je vais à domicile. Et alors, la séance, donc on commence au début par discuter. Alors, soit c'est juste une visite de contrôle, donc là, on va un peu discuter de ce qu'a fait l'animal depuis la dernière fois qu'on s'est vu, de ses activités, s'il y a eu des changements. Si c'est une visite à motif, donc quand je dis à motif, c'est pour une raison très particulière, on va discuter de cette raison-là. Pendant ce temps-là, moi, je vais garder un œil sur l'animal pour le voir un peu bouger. Ça aussi, c'est un cheval dans le box, bien évidemment, mais bon, ça donne déjà quelques indices. Après, je vais regarder l'animal se déplacer, donc sur plusieurs rythmes et angles. Donc, avec le cheval, c'est assez simple parce que le propriétaire gère plutôt facilement. Les chiens, j'avoue que c'est un peu plus compliqué, souvent ils sont un petit peu comme à tous les sens. Ouais, je comprends tout à fait. On finit par y arriver. Suite à ça, je vais passer un temps de palpation, donc je vais essayer un peu de définir des zones douloureuses, des déformations. Voilà. Et je vais faire aussi l'examen clinique qui va confirmer que je peux prendre en charge l'animal et que je ne suis pas obligée de le référer à un vétérinaire. Et après, donc, je vais faire ma consultation, donc tous mes tests diagnostiques, mes traitements. Et ensuite, on refait marcher l'animal pour voir un peu l'évolution entre le avant et le après la séance, voir si pour moi tout est OK ou si je retournais vérifier quelque chose. Et une fois qu'on a fait tout ça, je reprends un temps de discussion avec le propriétaire. Je vais beaucoup parler. Où là, on va discuter. Donc, je vais leur expliquer tout ce qui est fait. Hein. De toute façon, ils ont toujours un compte rendu à la fin de la séance où ils peuvent voir quelle technique j'ai utilisée sur quelle partie du corps de leur animal. Les anomalies que j'aurais pu observer, si je devais le référer à un vétérinaire ou pas, voilà, tout est écrit là-dessus. Mais donc, je prends bien le temps de leur expliquer, de m'assurer qu'ils ont tout compris. Et surtout, je les laisse pas comme ça, je leur donne un fil conducteur pour après la séance. Je considère toujours que la réussite de la séance, c'est 80 à 90% grâce à l'ostéo. Et le reste, les 20 à 10%, c'est grâce au propriétaire. Par exemple, si je fais un cheval
et que le lendemain, il est déjà en train de sauter, voilà, j'imagine que les bienfaits de la séance ne vont pas être totales. Donc souvent, je mets rarement un cheval à laver ou un chien sans sortir de sa maison après parce que moi, j'aime pas ça. Pour moi, le mouvement est essentiel. Mais je vais donner tout un programme, souvent qui s'étend sur une semaine. Par exemple, pour les cavaliers, je sais pas si j'ai eu un problème au niveau des pectoraux, je vais les inciter à aller travailler sur des placements latéraux pour venir ouvrir. Enfin, voilà. Après, tout dépend de ce qu'on a eu sur l'activité, mais je vais leur donner des exercices derrière, souvent pendant une semaine. Pour les chiens, pareil, parfois un petit peu de stretching, des petites choses qu'on peut faire à la maison avec l'animal ou des temps de balade. Pardon, je vais éviter de leur dire allez en montagne faire 4 heures de balade le lendemain. Si on fait des promenades de pipi caca et puis des petites promenades de 2 heures, c'est cool. Il y a des chiens qui pourront aller jouer avec des copains le lendemain, d'autres où je vais préférer qu'ils restent plus calmes et puis on ira faire la grande balade avec les copains sous 3 jours. Voilà. Donc ce temps-là pour moi est vraiment important pour garantir la réussite de la séance et pour que les propriétaires comprennent ce qu'ils doivent faire et puis qu'ils appliquent bien derrière. Et bien sûr, je reste disponible sur les jours qui suivent si jamais ils ont des questions qu'ils n'ont pas bien compris ou un doute parce que je me répète, mais c'est vraiment important que ça soit suivi correctement. D'accord, parfait, ouais. Je vois. Donc, il faut que le traitement, en fait, il soit accepté, digéré par l'animal, par les tissus. Exactement. Et puis après, il faut continuer un peu le traitement, en fait, avec des exercices adaptés. Alors, c'est vrai que c'est plus des choses que je vais mettre en place sur les chevaux parce que c'est plus facile. Vu qu'on les travaille, on peut plus facilement leur demander d'écarter l'antérieur, de venir remonter le dos. Un chien, on va dire que c'est un peu plus compliqué. On trouve toujours des solutions, on bricole un peu, on arrive à trouver des techniques. Et puis, dans les cas les plus importants, du coup, je vais les retourner vers toi quand ils ont vraiment besoin d'un suivi strict. Mais on trouve toujours des choses à faire et je trouve que c'est important de continuer la séance. Et puis, souvent, quand il y a des restrictions qui reviennent régulièrement, c'est qu'il y a une raison. Donc, il faut pouvoir trouver pourquoi elle est changée. Ouais. Donc, c'est en discutant avec les propriétaires, en regardant le quotidien, qu'on arrive à trouver des solutions aussi sur long terme ou en mettant juste en place des exercices pour venir corriger les mauvaises positions et puis faire en sorte que ça ne revienne pas dans le temps. Et là, c'est un peu le job du physio, en fait, de faire ces exercices. Ok, en tout cas, tu as l'air bien passionné. Est-ce que tu proposes d'autres choses que des séances d'ostéopathie? Est-ce que tu as comme à ton arc? Alors, comme je l'ai dit au tout début, je suis passionnée donc, par la biomécanique et l'anatomie. Et en tant que cavalière, je pense que c'est très important de connaître la biomécanique et l'anatomie de son cheval pour comprendre ce qu'on lui demande et pour savoir quand il est prêt à faire un exercice, quand il n'est pas prêt, pour savoir comment l'amener à réussir cet exercice-là. J'avais une prof d'équitation qui m'a toujours dit quand un cheval ne veut pas faire quelque chose, c'est à 9% la faute du cavalier. Les 1% restants, c'est parce que le cheval est blessé. Et en fait, les 99%, c'est est-ce qu'on a mal demandé à l'animal? Est-ce que l'animal n'est pas prêt pour qu'on lui demande ça? Est-ce qu'on s'est mal mis, mal positionné, dans une mauvaise position? Est-ce qu'on n'a pas assez amorcé l'exercice en amont? Et du coup, je trouve que ça me fait toujours écho cette phrase, mais quand on réfléchit et qu'on va chercher un peu plus loin dans la biomécanique du cheval, c'est 99%, on arrive à se corriger et à plus avoir toujours ces déceptions ou ces énervements qu'on peut avoir parce qu'on n'arrive pas, parce qu'en fait, maintenant, on comprend pourquoi on n'arrive pas. Et donc, du coup, j'ai décidé de mettre en place des formations en biomécanique et en anatomie pour que les propriétaires de chevaux, principalement, alors j'aimerais bien le faire sur le chien, mais vu que je pars sur un animal, c'est un peu plus compliqué à faire. J'ai vu que tu faisais des squelettes sur un chevaux, là. L'idée, c'est qu'ils comprennent un peu mieux comment ça fonctionne pour pouvoir l'appliquer sur le cheval. Donc, on va avoir différents stages avec différents modules. Donc, il va y avoir le squelette, donc, comme tu as vu, où on part sur l'animal. Il va y aussi y avoir la myologie, donc tout ce qui est muscles, les principaux muscles qu'ils vont utiliser pour sauter, pour marcher, pour trotter, pour galoper, pour sauter, pour, voilà, je vais faire une idée. Voilà, donc on va aller étudier un peu ces muscles-là, les articulations. Parce que je vais aussi donner des cours de stretching. On voit trop souvent des cavaliers qui pensent bien faire, ils viennent de sceller le cheval et hop, on tire à l'intérieur devant. Alors, de base, ça vient pour retirer split peau au niveau de la sangle, mais du coup, ils font vraiment des trop grandes extensions qui font plus mal qu'autre chose à l'animal. Donc, j'ai un cours où je leur explique la différence entre le stretching dynamique, le stretching statique, analytique, global, quand utilisé, à quel moment précis, pourquoi. Voilà, là, ouais, il faut avoir ce genre de formation. Après, on a aussi des formations typiques biomécaniques. Donc, par exemple, un cavalier a un problème sur une figure qu'il n'arrive pas à faire avec son cheval. Ou un exercice en particulier, on va prendre le temps ensemble de regarder donc la partie théorique qui correspond à ce type d'exercice, regarder si le cheval est prêt,
à faire cet exercice-là et voir ce qu'on peut mettre en place comme exercice une fois monté pour réussir à aller au final. Parfait. Waouh. Ben, dis donc, j'ai presque envie de venir suivre une de tes formations. Ça m'intéresse. Ok, super. Moi, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et puis, je fais un clap de fin, en tout cas, pour la présentation d'Anne-Claire. Merci beaucoup. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode. Nous espérons que les informations partagées aujourd'hui vous seront utiles. Nous remercions chaleureusement notre invité pour son expertise et ses précieux conseils. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez voir abordés dans de futurs épisodes, n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou à nous laisser un commentaire. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à Animaux Physio Ostéo, le podcast du bien-être animal, et suivez-nous sur Facebook et Instagram. Continuons ensemble à promouvoir une meilleure santé et un bien-être optimal pour tous les animaux. Merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et de vos animaux, et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Animaux Physio Ostéo, le podcast du bien-être animal.